Hello, Kongwe. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Allez. J'espère que vous allez bien partager. Et Lomik, bonjour ma grande soeur, bonjour. Ma soeur jumelle, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Euh, Lomink, salut à tout le monde. Salut. Pendant que vous partagez, je vais jouer un peu du... Bon, j'arrête. Je pense que nous sommes déjà assez nombreux pour... Bonjour, chers Camerounais. Bonjour, chers amis. Ah, Rose, la Révolte dit que tu as 1 an de plus. Ça fait quoi de vieillir? Mon frère, ma soeur, c'est effrayant. C'est d'abord, oui, merci. D'abord, je vais dire merci à tous ceux qui me souhaitent la mort. Parce que le gens que vous me souhaitez, joyeux anniversaire, là, et vous me rappelez que bientôt je vais mourir. Vraiment, merci à vous. C'est effrayant de savoir qu'on est en train de vieillir. Et le plus effrayant est que nous sommes en train de vieillir et certaines choses ne sont pas encore accomplies, les choses qu'on aurait aimées.
N'est-ce pas? Emmanuel Kemta, bonjour, bonjour mon grand frère. Donc, c'est effrayant de savoir qu'on est en train de mourir. Voilà pourquoi il est nécessaire que nous soyons totalement engagés dans les luttes pour la libération ou bien des luttes qui ont une certaine grandeur, une certaine valeur. Pourquoi? Parce que de toute façon, nous sommes en train de mourir. Chaque pas, chaque jour qui passe, chaque seconde qui passe, c'est vers la mort que nous allons. C'est la destinée des choses. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire ce genre de truc, d'exercice. Vous restez dans votre chambre, vous vous étalez, vous éteignez toutes les lumières. Et vous commencez à penser à la mort. Vous pensez que vous mourrez. Vous pensez que vous êtes mort. Vous regardez tout le processus, comment vous étouffez, comment le corps est en train de mourir, comment soit vous étouffez, je ne sais pas comment, soit vous vous endormez. Et vous regardez comment on vous met sur la terre, vous visualisez comment on vous met dans le cercueil, d'abord dans le frigo, seul dans un frigo, et on vous tire, vous imaginez les gens qui pleurent autour de vous, et vous faites ça. Vous allez constater que vous commencez à penser à vos enfants, vous pensez à votre femme, à votre mari, vous pensez à comment vos enfants vont souffrir, comment vos enfants vont continuer à vivre dans un monde aussi pourri. Donc, cet exercice, j'ai l'habitude de le faire pour m'entraîner à mourir. Parce que le moment le plus exceptionnel de notre vie, c'est la mort. Il n'y a pas un moment que je trouve autant important, le moment de la mort. Donc, en fait, c'était pas là le sujet. Hein. Je répondais à la question d'une amie qui disait que comment est-ce que ça fait de vieillir? Oui, vieillir, en fait, c'est effrayant parce que ça nous amène, ça nous dit que nous sommes en train de laisser les choses. Les belles gars, la bonne bouffe, les bonnes chaussures, les beaux vêtements et les bonnes choses que nous aimons dans la vie et nos maisons. C'est que tu as construit ta maison toute ta vie, tu as construit, tu as voyagé, tu as pris la mer, tu as pris l'avion, tu es parti, tu es arrivé en Europe, partout aux États-Unis, parce que le pays va mal. Et dès que tu es arrivé, tu as amassé l'argent, tu as commencé, je vais construire. Tu es resté au Cameroun, tu es entré à la fonction publique. Tu t'es battu, tu t'es plié, tu t'es même mis sur le canapé, tu t'es couché, les gens sont montés sur toi. Et tu as eu le boulot. Et à la fin, tu vas construire, tu as ton boulot, tu as ta vie, ta famille. Tu rencontres ton gars, ta femme, tu présentes à tes parents, tu vas doter. Tu vas faire la dot et tout. Tu dis, voici l'homme que j'ai choisi, voici la femme que j'ai choisie. C'est quelque chose d'important pour moi. Tu fais tout ça, tu prends ça tellement important. Dès qu'un gars parle à ton gars, hé, toi là, je vais te tuer. Tu prends ta femme, tu tires dessus. J'ai appris qu'un policier a tiré sur sa femme. Bon, en fait, tu as tué sa femme au Cameroun. Donc, tu tires, pam, pam, pam. Tu tues ta femme, que merde, tu me trompes, moi. Tu tapes, tu casses la famille, tu brises, tu restes au pouvoir. Tu restes au pouvoir, tu deviens président, tu y restes. Tu dis, c'est mon pouvoir, c'est moi. Je suis né pour être président. Tes enfants, vous devez être président parce que vraiment, c'est pour nous. En général, le jour de la mort arrive et tu ne pars avec rien de tout ça. Mais tu pars avec une très grande angoisse. L'angoisse avec laquelle tu pars, c'est que qui va habiter dans les maisons? Comment est-ce que tes enfants vont gérer le pouvoir? Est-ce que Brenda Bia ne sera pas violée par un faux gars du quartier, un Bami? Est-ce qu'elle ne va pas aimer un Bami? Parce que moi, je suis Ekan Betty. C'est nous qui avons le pouvoir.
Est-ce qu'elle ne va pas sortir avec un gars banni qui n'est rien? Est-ce qu'elle va même continuer? Et Jeanne, et ma femme, elle ne va pas sortir avec Ngongo. Elle ne va pas sortir avec le député français que je la vois souvent quand elle part là-bas en France. Hey! Mon palais de la République, mon palais, ma maison, le chez-moi. Waouh, le chez-moi, le chez-moi. Qui va marcher, qui va pas, ils vont entrer dans ma chambre, ils vont toucher mon coffre-fort. Ngongo et Ayolo vont toucher mon coffre-fort. Hey! Comment ils vont faire? Salut Stevie. Stevie, j'ai lu ton message, je vais te répondre après, s'il te plaît. Je vais te répondre après. Je l'ai lu presque au moment où je vais commencer le live. Mais je suis partant déjà, donc rassure-toi, on va faire ça ensemble. Bonjour Philomène. Donc c'est ça qui fait mal, c'est l'angoisse. Le jour de la mort, c'est l'angoisse. C'est pas la mort en elle-même qui fait mal. Nanana, bonjour. Philomène, bonjour. C'est pas la mort en elle-même qui est un problème. C'est l'angoisse. Vous voyez, les Nganame m'a dit, les grands maîtres voyants qui viennent sous les posts dans les lives là, en fait, ils sont angoissés. Ils sont en train de vouloir sauver les gens, n'est-ce pas? Ils vous proposent des substances, des porte-monnaies magiques que vous allez détenir pendant que vous êtes vivant, que vous allez détenir. C'est votre vie, c'est votre chance. Nganame me dit, lui aussi, il veut que vous partez lui donner les choses qui vont lui empêcher, ou bien qui vont reculer la mort. S'il a l'argent, il sait qu'il va peut-être se soigner, il ne va pas mourir vite. Donc la mort, c'est l'angoisse. L'angoisse, tellement d'angoisse. Rose, la révolte de Makwale, tu as peur de la mort? Je suis qui pour ne pas avoir peur de la mort? Comment ne pas avoir peur de la mort? Le problème n'est pas d'avoir peur de la mort, mais c'est de comprendre pourquoi j'ai peur de la mort. Ah, c'est ça le problème. C'est ça le plus important. La peur de la mort est naturelle. Il y a des gens qui ont peur de la mort. Donc, mais il faut comprendre pourquoi on a peur de mourir. Pourquoi on a peur de laisser les choses. Pourquoi on a peur de quitter le pouvoir. Pourquoi on a peur de ne plus avoir les mêmes avantages. De ne plus être ceux qui sont sur tel endroit. De ne plus être avec telle femme, tel homme. Ne plus être avec ses enfants. Pourquoi on a peur de ne plus? Pourquoi on a peur de ne plus avoir? C'est parce qu'on veut posséder les choses. On veut posséder la vie en général. On veut posséder la vie. La vie, on ne peut pas la posséder. C'est le malheur. C'est ça en fait, c'est ça qui est malheureux. C'est que on veut posséder la vie. Comme on possède une maison, même la maison, vous ne pouvez pas la posséder en vérité. Même la vôtre. Combien de fois votre femme, qui est une conscience, combien de fois votre enfant, qui est une conscience, combien de fois votre mari, vos parents, combien de fois un poste comme être président, tu veux posséder. Les gens pensent que, je fais un peu une petite psychanalyse de M. Biya et de la famille Biya et de tous ces gens qui sont au gouvernement depuis plus de 38 ans maintenant. En fait, vous savez, ce qui les dérange, ce n'est pas qu'ils... c'est des gens qui... Vous savez, si vous avez vécu dans une maison plus de 10-15 ans, vous savez comment c'est difficile de déménager. Est-ce que vous savez comment c'est difficile de déménager? Après 15 ans dans une maison, après 30 ans avec une femme, est-ce que vous savez comment c'est dur de divorcer?
Si vous avez vécu longtemps dans un quartier ou dans un village, est-ce que vous savez comment c'est dur de quitter le village? Remarquez dans les villages, ceux qui quittent les villages, ce sont les jeunes. Parce que peut-être le jeune, le développement arrivé ou bien la modernité arrive, il naît en 90 ou 95, il y a déjà la télé et tout, il y a déjà la route qui part à Yaoundé, et l'école est déjà là, il peut déjà aller à l'école, et l'université se trouve à Yaoundé, à Douala, et puis il part. Il a juste vécu 10 ans, 20, 12 ans. Et puis il va vivre chez son oncle, continuer les études chez son oncle, ou bien l'école chez son oncle à Yaoundé, chez sa tante à Yaoundé, à Douala, je ne sais pas où. Mais remarquez que les vieux restent au village. Le gars est né là-bas. Il n'y avait pas encore la route. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il mange la même chose chaque jour. Il boit la même chose chaque jour. Il voit la même piste. Il chasse les mêmes rats. Il part pêcher le même poisson. Il revient. Il parle à la même personne, au même villageois. La même chose pendant 40, 30, 40 ans. 50 ans, 60 ans. Et subitement, le gouvernement décide de venir tracer une route qui passe celui qui va transporter le bois. Et puis, il y a les cars qui commencent à passer. Et puis, on lui dit, bon, il y a une route qui mène à Yaoundé. Et Yaoundé, pour lui, c'est très, très loin. Mais par curiosité, il va souvent. Par curiosité, il va souvent. Maxel, ouais, je vais vous bloquer. Vraiment. Il va souvent. Il arrive à Yaoundé. Il fait 2 jours à Yaoundé chez vous. Il commence à vous dire, le grand-père commence à vous dire non. La grand-mère vous dit non, je rentre dans mon village, vraiment. Ici, là, votre vie, ici, là, moi, je rentre. Elle est tellement addicte. Pourtant, elle veut se soigner. Pourtant, le développement veut dire se soigner, prendre soin, se reposer, à la maison, coucher les canapés en cuir, je ne sais pas où, regarder Canal Horizon que tu ne comprends pas. Mais, relaxer un peu. Sortir du quotidien, de la zone de confort. Mais elle veut rentrer dans la zone de confort. Elle veut rentrer au village. Ce n'est pas qu'elle aime faire les champs. Ce n'est pas qu'elle aime la vie du village. Elle est habituée à la vie du village. Et l'habitude commence à être confondue à l'amour. Quand tu as longtemps vécu avec un homme que tu détestes, qui ne t'aime plus, tu restes avec lui par habitude. Et si on te demande pourquoi tu as... J'aime l'homme là, vraiment. L'amour. Et puis, tu commences à raconter au nouveau mari que l'amour, l'amour vraiment, quand tu aimes quelqu'un, tu restes avec lui. Tu restes avec lui. En fait, tu es en train de dire, quand tu t'habitues à quelqu'un, il devient difficile pour toi de quitter. L'amour est confondu à l'habitude. L'habitude est confondue à l'amour. Donc, est-ce que vous savez combien c'est dur de laisser le... Monsieur Biya a fait 38 ans. 38 ans. A étudié. Matin, soir, il connaît les toilettes là. La chambre là, c'est sa chambre. Les enfants sont nés là. Ils ont grandi là. Ils connaissent les contours, les 2, les 3, les 4. Les hommes de chambre ont changé, les secrétaires ont changé. Mais le palais est resté. Le président est resté. Donc lorsqu'on lui dit qu'il doit quitter la présidence, ce n'est pas qu'il aime trop l'argent. Il a assez d'argent, c'est même pas ça. On va dire que non, il veut le pouvoir, il détourne, il veut l'argent, ils ont déjà beaucoup d'argent. Non, c'est pas l'argent. C'est quelque chose de psychologique. C'est un problème mental. Il souffre de la maladie dont souffrent tous les hommes, tous les êtres humains. Il n'arrive pas à se détacher de l'endroit là. Il n'arrive pas à quitter. Une nouvelle vie, recommencer une nouvelle vie. Vous dites qu'il est tout le temps à Vomeka. Vomeka, c'est pas un moment qu'il est là-bas. En général, c'était en Suisse.
Il n'est pas trop habitué aux villageois de voir, mais quand il arrive là-bas, le portail sonne toujours, il y a toujours quelqu'un qui vient le dégager, le village qui lui donne des ordres. Et comme c'est un enfant qui aime béni, oui, oui, s'il va tout le temps au village, les ordres que les gens des villageois vont lui donner, il y a les petits, les donneurs de pouvoir là. Il y a une vidéo de M. Biya qui traînait où on donnait le pouvoir à M. Biya avec un bâton, on l'habille. Soit vous les appelez, soit vous les appelez les, je sais pas, c'est les chefs traditionnels ou bien. Ce n'est pas un locataire qui veut devenir propriétaire. En fait, il est devenu propriétaire à force de rester longtemps dans cette maison. Vous-même qui avez des maisons à louer au Cameroun, qui avez cette expérience, vous avez remarqué que les gens qui ont longtemps vécu dans votre maison, à un moment, ils deviennent vos commandants. Si quelqu'un, vous avez un locataire qui a fait 10, 20, 30 ans, voilà les homolos, 10, 20, 30 ans dans votre maison. Parfois, ils payaient vos loyers, parfois, au début, ils payaient, les 5 premières années, ils payaient, vous avez développé une certaine confiance, une habitude, vous connaissez même le nom de ses enfants, vous connaissez des enfants de ses enfants, vous connaissez toute sa famille. Parce que vous partez, quand vous partez demander votre loyer, vous trouvez un tas de personnes qui n'ont pas payé le loyer, qui ne sont même pas supposées être là. Vous avez une maison de 2 chambres, un studio de 2 chambres, un salon, et vous trouvez 30 personnes là-dedans. Vous ne pouvez pas leur dire non. Ils vous demandent de vous asseoir avant de vous donner votre argent. Vous mangez d'abord. Vos enfants les connaissent. Les enfants connaissent vos enfants. Ça devient difficile. Après 15, 20 ans, la personne se comporte comme si c'était le chez lui. La personne se comporte comme si c'était le chez lui. Et les arriérés de le loyer alors commencent à grandir au fur et à mesure qu'il dure. Puisque de toute façon, tu es son frère. Tu n'es plus son locataire. En fait, c'est même sa maison. C'est comme ça, non? C'est une maladie qui attrape tout le monde. Si vous ne faites pas attention. L'habitude. L'habitude crée une zone de confort, on se sent doué. Vous avez remarqué que lorsque vous quittez, vous allez rendre visite, même à votre frère, à votre soeur, dans un pays ou dans une ville voisine ou ailleurs, et qu'on vous demande de dormir 3 nuits. Vous dormez 7, mais vous ne dormez pas bien. C'est votre frère, c'est votre ami, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est votre copain, c'est votre copine. Vous ne dormez pas bien. Et si vous faites même 1 mois là-bas, vous commencez à vous habituer le 3e jour, le 4e jour, vous habituez, vous habituez, vous vous habituez, vous vous habituez. Et si par hasard, entre-temps, peut-être la 2e semaine, vous allez faire un tour chez vous parce que vous allez récupérer quelque chose. Remarquez que lorsque vous arrivez chez vous, votre véhicule arrive déjà, vous reconnaissez déjà la route qui mène chez vous. Vous reconnaissez déjà le quartier, vous voyez déjà la plaque qui dit tournez à gauche, vous savez ici que, oh, si ça part, vous connaissez le nom de la rue, vous connaissez, vous ressentez une certaine aisance. Vous pouvez même conduire la voiture les yeux fermés. Et vous arrivez dans votre maison, vous entrez, vous regardez, vous sentez une certaine zone de confort. Vous pouvez marcher à l'intérieur, vos cuillères sont posées où vous connaissez, vos habits sont où vous connaissez, vous savez comment ça marche ici, vous savez. Et dès que vous posez sur votre lit, vous dormez. Vous dormez avec une certaine confiance. Chez autrui, vous dormez toujours le genre, vous entendez un bruit, vous vous réveillez. Peut-être la personne, vous savez pas ce qu'elle veut vous faire, où elle veut aller. La zone de confort. C'est la zone de confort là. C'est cette zone de confort psychologique qui fait en sorte que des gens restent au pouvoir, dans les postes de pouvoir pendant des décennies. Voilà pourquoi il est important dans un code électoral de revoir le nombre de mandats.
Le nombre de mandats. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un commence à dépasser le chiffre 3, le chiffre magique 3, en général, son corps, son âme et son esprit s'accommodent. Le chiffre 3 est magique. Plus de 2 mandats, quelque part, deviennent dangereux. Pas parce que la personne devient dangereuse, c'est parce que la personne commence à subir l'effet des forces de gravité, les forces de la nature, les forces de l'habitude. Il commence à s'habituer, il commence à l'axer. Il commence à prendre tout pour acquis. Voilà pourquoi, lorsque nous allons réviser le code électoral, il faut qu'on comprenne pourquoi c'est important de réduire les mandats. Ce n'est pas parce qu'on veut juste bloquer les leaders politiques ou bien les dirigeants. Ce n'est pas qu'on veut leur faire la guerre. C'est pour les aider eux-mêmes à ne pas tomber malades. Le 2 mandats, le nombre de mandats réduit à 2 par exemple, a un rôle psychanalyste, ça a un rôle psychologique, ça a un rôle spirituel même. C'est pour ça. Parce que dès que les gens commencent à durer au pouvoir, ils commencent à croire que ils sont le pouvoir en lui-même. Vous voyez, les enfants de Biya pensent que ils sont nés pour être présidents. Ils sont nés pour être ministres. Ils sont nés pour être à la tête de ce pays. Mais pourquoi ils pensent comme ça? Vous ne pouvez pas naître dans un endroit, dans une famille qui est toujours à la tête. Vous la trouvez à la tête. Les gens, vos amis, vos enfants, les choses que vous faites les choses des gens qui sont à la tête. Vous mangez la nourriture des gens qui sont à la tête. Vous êtes servis comme les enfants des gens qui sont à la tête pendant 30, 40 ans. Un moment, vous perdez la tête. À force d'être à la tête grossit, ça grossit, ça grossit, ça explose. Bah! Vous perdez la tête. Lorsqu'on commence à dire Franck Biya sera président. Franck Biya président. En fait, lorsqu'on dit Franck Biya président, d'autres gens disent non, Franck Biya n'a même pas accepté ça. Ce sont des gens autour de lui qui sont en train de manipuler. Non. Franck Biya n'a pas un problème avec l'idée d'être président. Parce que s'il avait un problème avec, il allait s'exprimer. Lorsqu'on dit Franck Biya président, je vous dis, ça ne le gratte même pas. En fait, c'est normal. C'est normal pour lui. Tout ce que vous racontez là, il faut qu'il ait un programme politique, machin. Depuis qu'il est né, est-ce qu'il a vu un programme? Est-ce qu'il a lu un programme politique? Est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle projet politique? Pourquoi vous attendez à ce que... Pourquoi vous argumentez dans les médias que Franck Biya va... tout Camerounais a droit à être président, tout Camerounais a droit à postuler. Donc là n'est pas le problème. Mais je vous dis, vous omettez l'effet que la nature a sur les choses. L'habitude. Voilà pourquoi il est important de réduire les mandats. Pourquoi? De telle sorte que même si le fils veut être président, même si le fils d'un président peut être président, après 2 mandats, si son père fait 2 mandats au pouvoir, en général, il va chercher à se préparer vite.
Ça veut dire qu'il va chercher à faire ce qu'il faut faire très vite. Il va chercher à s'instruire dans la politique, il va chercher à s'engager, il va chercher à présenter un projet. Il va même chercher à concurrencer son père. Pendant que son père est là, ça veut dire qu'il va commencer à donner d'autres idées à son père, contre son père, ou bien qui sont meilleures que celles de son père. Par contre, peut-être plus progressistes que celles de son père. Mais quand quelqu'un fait 40 ans au pouvoir, ce n'est plus équitable. La concurrence n'est plus équitable. Parce qu'il y a quelqu'un parmi les prétendants au pouvoir qui, psychologiquement, se dit qu'il est né pour être président. Pendant que les autres doivent se battre pour découvrir ce que c'est qu'être un président. Donc, c'est très important. Le code électoral, mes frères, va venir résoudre ce genre de problème. Le code électoral va soigner les Camerounais, va soigner les politiques camerounaises. Un code électoral révisé dans sa profondeur, un système électoral révisé dans sa profondeur va aider beaucoup. Ça sera une thérapie de masse. Parce que c'est difficile de thérapiser un après un. Ce n'est pas le vaccin de la Covid. Le pays, les Camerounais sont malades psychologiquement, mentalement, les Camerounais sont malades. Le pays est vraiment un asile de fous. Donc, pour pouvoir thérapiser doucement, mais en masse, rapidement mais en masse, il faut que on revise le code électoral, de telle sorte que certaines maladies soient réduites à leur basse expression. Elles ne seront peut-être pas, rien ne sera totalement parfait. C'est pas ce que je suis en train de dire. De toute façon, si les choses deviennent parfaites, c'est la mort. Donc, il y aura toujours quelque chose à corriger, à arranger dans le futur. Mais on va réduire les maladies mentales au maximum. J'ai vu une photo de Brenda Biya qui se dit, c'était filmé, je suis hôtel Continental et puis quoi. On vous filme ça, elle poste ça, et puis quoi. Ce n'est pas que moi j'ai un problème avec l'hôtel Continental, mais le problème avec sa mentalité. Parce que qu'est-ce qu'elle présente aux autres jeunes Camerounais de son âge qui ne peuvent pas aller à l'hôtel Continental, qui aimeraient aussi aller à l'hôtel Continental, qui n'ont pas l'opportunité d'aller. Elle va à l'hôtel Continental parce qu'elle est la fille du président. Elle ne va pas à l'hôtel Continental parce qu'elle a construit, elle a gagné de l'argent, parce qu'elle a fait une entreprise, parce qu'elle a œuvré quelque part, je ne sais pas. Elle va à l'hôtel Continental parce qu'elle est la fille du président. C'est stupide. C'est des comportements maladifs. Lorsque quelqu'un, on ressent la fierté lorsqu'on a travaillé pour avoir ce qu'on a. On vous montre les vidéos où elle a cassé la télé, elle a cassé la maison, elle a cassé tout. Elle crie, elle pleure, elle fait des mines. Il n'y a pas de problème, les enfants font les mines. Même les enfants des pauvres. Mais le problème c'est, pourquoi on vous montre ça? Combien de jeunes Camerounais peuvent casser la télé? Combien de jeunes Camerounais peuvent casser la maison, mettre ça en désordre? D'abord, beaucoup de Camerounais n'ont même pas de maison. Les Camerounais en général vivent dans les huttes. Dans les huttes, je dis huttes. Non, elle casse la télé pour montrer qu'elle peut elle peut casser les télés. Et ça ne gêne pas son rythme de vie. C'est une mentalité d'enfants qui ont grandi dans un endroit où ils n'ont jamais rien construit. Ils n'ont jamais rien travaillé pour obtenir après avec le travail. Ça parce que leur papa a duré dans un endroit pendant 48 ans. Il gérait les caisses,
l'argent du Cameroun comme il voulait. Donc il devient difficile pour ces enfants de ne pas se concevoir comme. Ils commencent à penser qu'ils sont légitimement, divinement, appelés à être des présidents, des sous-préfets, des maires et de ceci, cela. Il y a des gens qui disent que c'est normal, n'est-ce pas, que si ton père est forgeron, que le fils soit forgeron, parce que le fils est tout le temps dans l'atelier du papa et il apprend à forger. C'est cette philosophie ou cette perception des choses ancestrales qui perdure dans la mentalité des gens qui prétendent être dans la République. Ils transforment la République en un royaume. Ils ramènent la République à un état féodal. Ils ramènent la République à des milliers d'années en arrière. Parce que avant, quand ton père était un chasseur, tu étais obligé de devenir chasseur. Tu n'avais pas le choix. La démocratie, c'est le choix. Avant, il n'y avait pas de démocratie. Il n'y avait pas de démocratie à ce niveau. Pourquoi? Pas parce que les gens, les êtres humains ne voulaient pas le choix et tout. Non, c'est parce que les conditions de vie dans lesquelles ils vivaient ne permettaient pas le choix, ne permettaient pas la démocratie. Tu vis à Eboubdap ou bien à Mbonzo en 1850. Vous êtes au trop 200 personnes dans la forêt de Mbumza ou de Bobudo, je ne sais pas quoi. Tout ce qui vous entoure, c'est la forêt, les arbres qui ont les 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 10 mètres, 20 mètres, 40 mètres, 200 mètres. Et en dessous, c'est la forêt, c'est les rivières, c'est les animaux féroces, les serpents, les scorpions, tout. L'homme, vous êtes l'animal le plus inférieur, l'être le plus inférieur en ce moment. L'être le plus petit, les arbres sont plus grands que vous. L'être le moins fort physiquement. Les animaux féroces sont plus agiles, plus forts. Les gorilles, les chimpanzés, les serpents, les anacondas, les vipères, tout ça, sont plus agiles que vous. C'est leur domaine d'expression. La seule différence entre vous et les animaux féroces, c'est que vous êtes intelligent. Vous êtes conscient que vous existez. Vous êtes conscient de votre existence. C'est tout. Alors, parce que vous n'étiez pas les plus forts et viviez dans un milieu aussi dangereux, vous étiez obligé de coopérer, de développer certaines coopérations. Vous resserrez les liens, d'être unis. Vous n'aviez pas le droit de faire chacun sa chose comme il veut, de choisir votre métier. Il n'y a même pas d'abord de métier. Vous allez tous le matin, vous marchez en rang. Il n'y a pas quelqu'un qui doit aller à gauche. Non, vous marchez en rang. Tous, la femme et les enfants. Vous marchez en rang, vous entrez en forêt, vous allez chasser le rat, le sanglier, tous. Et vous rentrez tous ensemble. Parce que si on laisse quelqu'un seul et qu'atterrisse un lion, un serpent ou bien quoi, cette personne ne va pas s'en sortir. Un gorille, cette personne seule ne s'en sortirait pas. Donc les gens ne faisaient pas les choses de manière anodine. Il n'y avait pas de tu fais ta chose, je fais ma chose. C'était obligé de faire tous la même chose. Si on voulait s'en sortir. Alors si le papa était forgeron, mon frère, ton papa ne pouvait pas rester seul dans la forêt de Goumouni à souffler le feu ou bien quelque part à Damawa
en train de souffler le feu pour tailler le fer. Seul, ça ne pouvait pas. Il fallait rester avec toi. Il fallait rester avec ta mère. Et à force de rester ensemble, tu apprends ce que ton papa fait. Parce que ton papa a suivi de ça. Donc toi-même, tu vas survivre de ça. Donc il n'y avait pas que tu vas devenir pilote, docteur. Toi, tu vas devenir ceci. Il n'y avait pas ça. Ça, c'était en 1700. Tu étais obligé de devenir forgeron. Tu étais obligé de devenir chasseur, si ton père était chasseur. Il n'y avait que ça à faire. Avec le temps, un peu, 1960, vous recevez les indépendances. Yaoundé, petite ville, ça s'arrêtait à Efoulane ensemble là, c'était Yaoundé. Un peu là, je ne sais pas jusqu'où là, au Misport, c'était terminé. Le reste, c'était les villages. C'était des forêts denses. Les villageois là-dedans, où la route a commencé à passer, les Blancs ont construit un peu des petites routes là pour venir gouverner, pour coloniser. Ceux qui étaient là-dedans, c'était des villageois avant. La mentalité n'a pas changé. Ils ont donc continué un peu à s'adapter à la modernité, mais il y avait toujours cette petite mentalité qui est restée. Lorsque le papa devenait préfet ou petit catéchiste, il tirait son enfant. C'était le bonheur en ce moment. Son enfant devenait catéchiste. Lorsque papa devenait catéchiste, il avait la possibilité de mettre ses enfants à l'école catholique, gratuitement. C'était la tactique de l'église pour pouvoir avoir beaucoup d'adeptes. Il fallait favoriser certains pour créer l'envie chez les autres. Donc l'enfant devient aussi catholique. Et parce qu'il est catholique, il aura les faveurs de l'éducation catholique. Et à la fin des études, le parent voyait que, oh, l'enfant est devenu catholique, il a eu l'école catholique, collège, voc, collège, des cycles, machin. Il a développé une relation et les Blancs qui étaient vus comme des personnes supérieures lui ont donné l'opportunité d'être préfet. Il est devenu le préfet de la ville. Il est parti en France étudier. On l'a porté dans un avion, on l'a ramené. Notre enfant vit avec les Blancs. Il a certains vêtements que nous n'avons pas et machin. On dit, voilà. Donc pour avoir ceci, pour devenir ceci, il faut passer par comme ça. Il faut être ceci. Il faut faire partie de ce groupe. Il faut faire partie de ces gens. Tout le monde a commencé, donc, à Yaoundé, à infiltrer ses enfants dans les écoles catholiques. Et les enfants qui ont fait les écoles catholiques, qui sont devenus des petits préfets, des sous-préfets et des machins, leurs enfants vont où? Vous pensez que les enfants vont dans les écoles de leur propre gouvernement d'IA? Non, les enfants vont dans les écoles privées catholiques. Parce qu'eux, ils trouvent que... pourtant, il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui que les enfants peuvent faire. Il y a beaucoup de possibilités. Les enfants peuvent aller au lycée laïque, ils peuvent aller... L'État a quand même quelques bâtiments. Même ça ne ressemble à rien. Non, mais leurs enfants vont dans les écoles privées catholiques au Cameroun. Les écoles privées, je ne sais pas, soit en Europe, on les enfants dans les écoles privées. C'est rare de rencontrer l'enfant de Ngongo dans un lycée, dans l'université de Rouen. C'est très rare. Voilà pourquoi c'est difficile de connaître leurs enfants. C'est très difficile, c'est très rare. Parce que même lorsqu'ils envoient leurs enfants en Occident, c'est dans des écoles privées catholiques. Parce qu'ils sont sûrs que leurs enfants vont devenir ce qu'eux, ils sont devenus. Donc, la mentalité est restée. Le style d'école, la liberté a évolué. Les possibilités ont évolué, mais la mentalité est restée. La mentalité de l'Australopithèque, de l'Homo sapiens. La mentalité de l'arrière-arrière-arrière-grand-père. C'est resté.
Le monde autour a évolué, les possibilités ont évolué, mais la mentalité des ancêtres est restée. C'est elle qui gouverne. C'est confortable, c'est sûr. C'est plus sûr comme ça. Je suis sûr que si j'envoie mes enfants au collège Vogt, au collège quoi de Jean-Marie de Bronchamp, je ne sais pas quoi, au collège Saint-Pierre de Conon, au machin, je suis sûr que il aura une formation là-bas qui va lui donner un travail précis, il va faire l'ENAM. Il va faire l'ENAM. Je suis sûr. Remarquez que 80% des enfants qui étaient au collège ont un poste quelque part, sont privilégiés quelque part. Donc je n'en veux pas aux parents de vouloir assurer la survie de leurs enfants. Mais j'en veux au fait que on a détruit la liberté. On a restreint les libertés des êtres humains, de nos propres enfants, pour les coincer dans les habitudes. Ça crée des enfants malades. Ça crée des enfants qui n'ont pas la capacité de s'intégrer dans la société, qui n'ont pas la capacité de comprendre les complexités des sociétés dans lesquelles ils vivent, qui commencent à croire qu'ils sont nés pour gouverner, ils sont nés pour aller à l'ENAM, ils sont nés pour être des administrateurs, qu'ils sont nés pour diriger le pays. Malheureusement, ça crée des enfants qui sont névrosés, qui sont dichotomés mentalement. Ils souffrent de ce qu'on appelle multipersonality disorder. Ça veut dire qu'ils souffrent de problèmes de personnalité. Vous allez voir quelqu'un qui vous dit qu'elle est l'enfant du président, qu'elle est à l'ENAM, administrateur, en même temps en train de fumer un banga et danser dans les boîtes de nuit, avec les caleçons aux fesses. Ce n'est pas que c'est mauvais, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Même les enfants de pauvres dansent nus dans les boîtes de nuit en fumant le banga. Mais ça prouve que l'enfant ne connaît pas sa voix en fait. L'enfant ne connaît pas vraiment. Est-ce qu'elle doit vivre la vie comme tous les autres enfants? Ou alors elle doit se plier à vivre caché comme son père? Ça la trouve tellement qu'elle est obligée de prendre du chanvre, des drogues pour pouvoir oublier la dichotomie, le problème mental dans lequel elle se trouve, le conflit de paradigme dans lequel elle se trouve. En même temps, c'est elle qui est numéro première à l'ENAM avec 18 de moyenne. C'est en même temps elle qui est en train de fumer un chanvre, danser. On croyait que c'était pour les enfants abandonnés. Elle est en même temps le reflet d'un enfant abandonné. En même temps le reflet d'un enfant né pour gouverner. Voilà le genre d'enfants que ça crée. Ça crée des enfants qui ne peuvent pas, des générations qui ne peuvent pas être focalisées, qui n'intègrent pas le monde dans lequel ils vivent. Un enfant qui n'est jamais allé au marché de son pays, faire le marché. Franck Biya n'est jamais allé faire les achats au marché de Nkolulu, de Mokolo, de marché central. Jamais. Qu'est-ce qu'il comprend de la société camerounaise? Tout ce qu'il connaît du Cameroun, c'est à la télé. Qui a déjà rencontré Franck Biya en train de marcher à Yaoundé? Qu'il a pris sa voiture, il est parti voir Yaoundé, ne serait-ce que pour voir le pays où il est né pour gouverner. Adam et Ève étaient au paradis. Le paradis, selon la Bible,
ou selon les religions, le paradis c'était l'endroit idéal. C'était l'endroit idéal. C'était l'endroit où tout était beau, tout était bien, le lait, le miel, tout coulait, les arbres fruitiers, tout était beau. C'était l'endroit, le meilleur endroit au monde qui existait. Et il y avait deux êtres humains à l'intérieur, Adam et Ève. Adam et Ève, si vous regardez, si vous faites l'allégorie du paradis, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de paradoxal à l'intérieur, que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas et qui a critiqué et qui est à percevoir autrement. Adam et Ève vivent dans le paradis. Ils ne connaissent rien du paradis. Écoutez bien, Adam et Ève ne sont même pas conscients du paradis. Ils sont inconscients du paradis. Adam et Ève ne savent pas ce que c'est que le paradis, mais ils sont dedans. Ils sont dedans. Ils marchent là sans caleçon, comme les chimpanzés. Ils tournent. Ils s'ennuient, ils cueillent les fruits. C'est pour ça qu'Adam et Ève ont trahi Dieu. C'est pour cela qu'Adam et Ève ont mangé le fruit. C'est le serpent qui vient donner l'intelligence à Adam et Ève, qui vient donner la conscience à Adam et Ève. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient sans caleçon. Voilà des rois dans un paradis qui ne sont pas conscients de leur royauté, qui ne sont pas conscients de leur royaume. L'allégorie du paradis, c'est en fait de l'Afrique qu'on parle. C'est en fait des Africains qu'on parle. C'est en fait de les Africains qu'il est question. Lorsque les gens ont écrit leur Bible, ils s'adressaient aux Africains. Vivant dans un paradis, inconscients de leur paradis. On va leur apporter la conscience. Et depuis qu'on leur apporte la conscience, ils ont abandonné leur paradis, ils prennent les avions, ils vont ailleurs. Ils sont sortis du paradis. Depuis qu'ils ont pris conscience qu'ils sont sans caleçon, parce qu'avant ils ne savaient même pas qu'ils étaient sans caleçon. On vous montre les aborigènes. Ils étaient sans caleçon, non? Les aborigènes. Allez regarder les documentaires des aborigènes de Papouasie, Nouvelle-Guinée ou bien des Pygmées, Baka de 1800. C'était des gens sans caleçon. Bonjour à tout le monde. Ils étaient là. Inconscient qu'en dessous là, il y a l'or, le diamant, tout le pétrole. Que les arbres là, sont les arbres fruitiers à nourriture. Que la terre là produit la nourriture. Que la terre produit énormément. Inconscient et que... À quoi ça sert? À quoi ça sert, honnêtement? À un roi, le royaume, s'il n'est pas conscient de sa royauté. Est-ce que vous avez déjà vu Franck Biya, Brenda Biya, se balader, connaître le Cameroun dont lui il est né pour gouverner là? Lorsqu'il se déplaçait avec son papa, par exemple, ils entrent dans la limousine, ils mettent les trucs fumés, ils ne voient même pas. Ils entrent dans la voiture, certes, ils ne marchent pas en route. Ils entrent dans des véhicules. Ils entrent dans des véhicules. Ils fument encore les fenêtres pour qu'on ne voit. Donc, pour ne même pas pouvoir voir la lumière du soleil, normalement. Ils fument. Donc, Franck Biya n'a peut-être pas encore vu Yaoundé sous ses vraies couleurs.
Il est fort possible que M. Franck Biya n'ait même pas encore vu Yaoundé sous ses vraies couleurs. Parce qu'il marche toujours dans des voitures où on ne voit même pas la personne qui passe. Et il est né pour gouverner ce pays dont il ne connaît même pas les vraies couleurs. Ceux qui disent que les franquistes, je ne sais pas quoi, ce genre de personnes, c'est des personnes qui ont un manque de... En fait, c'est des personnes qui... C'est des animaux. C'est les personnes qui ont une estime de soi qui tend vers l'ordre de 1. C'est-à-dire que leur estime de soi est néant, est anéantie. Ils n'ont pas de conscience propre. Parce que pour supporter Franck Biya, il faut se régner. Parce que je ne peux pas supporter quelqu'un qui ne me connaît pas. Je ne peux pas supporter quelqu'un qui ne m'approche pas. Je ne peux pas supporter quelqu'un qui ne parle pas avec moi. Je ne peux pas prendre comme mon gouverneur ou mon chef quelqu'un avec qui je n'ai pas, dont je ne maîtrise pas la conscience. Les faits. Ça ne peut qu'être les choses des gens de son village. Ça ne peut qu'être des villageois. Ça ne peut qu'être les gens du village qui ont monté ça. Des gens qui sont là-bas à côté du fils. Parce que ça ne peut pas être des gars. Vous ne pouvez pas me dire que ce sont les gars du quartier qui ont monté cette affaire. Comment laisser quelqu'un me gouverner que je n'ai jamais rencontré? On accepte même Biya aujourd'hui encore parce qu'on l'a connu. On l'a vu au moins parler à la télé, descendre ici, faire la main comme ça. Mais celui-là, on ne sait même pas s'il existe. On est déjà en train de supporter la gouvernance par fantôme, par le fantôme. On veut maintenant nous donner un dirigeant, on veut maintenant nous faire croire que quelqu'un qui n'a jamais existé, parce que le fantôme au moins c'est quelqu'un qui est mort, on a le souvenir. Ça veut dire que quand il passe, on dit voilà le fantôme de Biya. Parce qu'on connaît un peu le visage de Biya, la forme physique de Biya. Mais quelqu'un qu'on ne connaît même pas, on ne peut même pas l'appeler fantôme, parce qu'on ne sait même pas s'il a existé avant. Donc on n'a même pas une forme de son visage sur nous, dans notre esprit. On veut nous faire maintenant comprendre que c'est ce genre de personnes qui vont vous gouverner. C'est quelqu'un comme ça qui va devenir président. Quelqu'un que personne ne connaît. Quelqu'un que personne n'a jamais entendu parler. Personne n'a jamais touché. Personne n'a jamais goûté. Personne n'a jamais senti l'odeur de son parfum. Donc, aucun de nos cinq sens n'a eu un contact avec lui. Donc, il ne fait pas partie de notre réalité. Il faut simple. Ça ne peut qu'être ceux qui l'ont déjà touché, ceux qui l'ont senti, ceux qui l'ont goûté, ceux qui l'ont vu avec les yeux, qui peuvent créer ce mouvement-là. Et ils ne sont pas donc nombreux. Donc n'ayez pas peur. Ne craignez rien. Ils ne sont pas nombreux. C'est 3-4 personnes. C'est 3-4 personnes qui ont créé ce truc-là. Parce que 90% des 99,6 ou bien 99,60% des Camerounais n'ont aucune idée de ça, ne le connaissent pas. Et nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un qu'on ne connaît pas nous dirige. C'est accepter que les morts nous dirigent. C'est accepter que le monde invisible nous dirige. C'est accepter que le monde, que le vent nous dirige. Il y a Saxe Goldman qui demande, n'ayez pas peur. Et pourquoi tu en parles? Saxe Goldman.
Vous dites que c'est nous qui faisons sa promo. Mais la seule façon d'imposer à un homme quelque chose, c'est de lui retirer l'information. La seule façon de garder les gens esclaves de quelque chose ou de quelqu'un, c'est de leur retirer l'éducation, l'information. En même temps, l'information est dangereuse parce qu'elle peut provoquer l'envie. Mais en même temps, l'information est importante parce qu'elle peut créer la jugeote. C'est pour ça que M. Sachs-Goldman, on t'envoie à l'école. On t'envoie à l'école. Pour que tu aies à apprendre, tu aies à être informé sur comment le monde fonctionne. Pour que lorsque tu sais comment le monde fonctionne, tu puisses prendre de bonnes décisions dans le monde dans lequel tu vis. Tu comprends? C'est pour ça que j'en parle. Je ne parle pas, et regarde dans quel sens je parle de ça. C'est la façon dont je parle de ça qui est importante. Ce n'est pas si j'en parle. Parce qu'il y a un groupe de personnes qui parlent de ça comme étant une opportunité politique. Franck Biya a le droit d'être président, Franck Biya sera président, le mouvement des franquistes, ils en parlent. Mais moi, je parle de la même chose, mais dans un autre sens. Maintenant, les Camerounais auront deux perceptions de cette affaire, et quand tu commences à avoir deux, la capacité de faire les choix naît. Ok? Mais si les Camerounais n'avaient qu'une seule perception de ces choses, en général, ils sont obligés de choisir la seule perception. Ce n'est pas le sujet qui est un problème, c'est la façon dont on parle du sujet qui est un problème. Ok? Donc n'ayez pas peur de parler de Franck Biya parce que vous avez peur de lui faire la publicité. Franck Biya ne veut pas être président parce qu'on lui fait la publicité. Ces gens ne sont même pas obligés qu'il fasse la publicité pour être président. On les impose. Mais il faut créer la conscience dans l'esprit des Camerounais qui ne doivent pas accepter ça. Il faut leur dire pourquoi ils ne doivent pas accepter ça. Il faut leur expliquer pourquoi ils ne doivent pas accepter ça. Ceux qui vous disent tout le temps, ne parlez pas, vous lui faites la publicité, en général, c'est ceux qui veulent imposer ça aux Camerounais. De manière subite, sans qu'il n'y ait le choix. Sans qu'ils ne puissent exercer leur capacité de choisir. Donc, comme je disais, M. Franck Biya, personne. On veut vous imposer à la tête du Cameroun quelqu'un qui ne sait pas comment vous vivez au marché. Quelqu'un qui ne n'est jamais, qui ne connaît pas vos problèmes, qui ne marche pas avec vous, qui ne rit pas avec vous, qui ne pleure pas avec vous. Quelqu'un qui ne chante pas avec vous, qui ne danse pas avec vous. Quelqu'un qui ne connaît pas vos souffrances, ne connaît pas vos joies et vos peines. Dès que vous acceptez quelqu'un comme ça, vous avez accepté la mort. Vous avez accepté la mort. Parce que, quelle est la seule façon de maltraiter un être humain? Et comment est-ce qu'on maltraite les êtres humains? Pourquoi est-ce qu'on maltraite les êtres humains souvent? En général, remarquez que lorsque quelqu'un n'est pas quelqu'un que vous connaissez, et que la personne vous énerve, ou la personne vous plaint, vous le tapez facilement. Vous le maltraitez facilement. Vous le négligez facilement, puisque vous n'avez aucun lien émotionnel avec la personne. Si vous marchez en route, vous voyez un pauvre, je ne sais pas quoi là, qui tend la main. Ce n'est pas votre frère, ce n'est pas votre cousin, ce n'est pas votre cousine, ce n'est pas votre papa. Vous n'avez rien ensemble avec lui. En général, vous passez, non? Vous passez. Vous passez pas parce que vous êtes méchant. C'est parce qu'il n'y a pas un lien émotionnel. C'est parce qu'il n'y a pas un lien physique, émotionnel avec cette personne. C'est parce qu'il n'y a pas un lien.
Donc, lorsque vous acceptez des gens qui ne vous parlent pas, des gens qui ne vous connaissent pas, des gens qui ne vous touchent pas, des gens qui ne connaissent pas vos réalités, vos peines, vos souffrances au Cameroun, là, lorsque vous les acceptez comme dirigeants, c'est terminé. Ils vont vous écraser sans sentiment. Ils vont vous piller sans sentiment. Ils vont vous... D'ailleurs, c'est ce qu'ils font déjà de toute façon. Son papa a fait pareil. Son papa a un peu fait, un peu mieux encore. Pourquoi? Parce que son papa était quand même allé à l'école, dans la forêt. Son père était catéchiste. Il a quand même connu un peu la galère. La preuve, il a amené un peu ses amis de galère autour de lui. Franck Biya ne va pas amener ses amis de galère parce qu'il ne les a pas. Il n'aura pas de conseillers qui ont connu la galère. Il va amener tous ses bandits amis, tous ses amis qui ont toujours brasser l'argent, sortir les femmes, casser les trucs, je ne sais pas où, les voitures aux États-Unis. C'est eux qui vont devenir les ministres, les conseillers, les machins, les machins. Ça sera autour de lui, ce sera que les jouisseurs. Ça ne sera plus des gens disciplinés, ce sera pire que maintenant. Parce qu'ils n'ont que connu la jouissance. Ils n'ont que connu la jouissance. Ils n'ont jamais connu un moment de tristesse physique ou bien de questionnement sur leur vie. Chaque fois qu'ils étaient malades, il y avait la solution à leur maladie. Chaque fois qu'ils voulaient quelque chose, pap, c'était là. Donc, toute leur mentalité est une mentalité de fast-food. Ça veut dire que c'est une mentalité de personnes qui pensent qu'ils doivent tout avoir maintenant. Ils ont toujours tout eu directement. Ils ont leur diplôme directement. Ils sont premiers de la classe sans aller à l'école. Ils sont tout. Ce qui fait en sorte que lorsqu'ils prennent le pouvoir, eux, ils ne vont pas attendre de voler demain. Ils ne vont pas voler par 10 millions, 1 milliard, 15 milliards. Non. Ils vont tout prendre une fois. Parce qu'ils n'ont pas développé la patience. Ils ne connaissent pas, même voler. Ils ne connaissent pas voler comme un gars du quartier. Les gars du quartier te volent patiemment. Un peu, il te vide ton poulailler. Tu as quand même encore le temps de parfois cacher ton poulailler. Vous qui dites qu'il est du village, c'est l'enfant du Sud. C'est l'enfant du Sud. Je vous dis ceci. Votre président, M. Biya, de facto actuel, le feu Biya, il vous a même un peu protégé. Parce que lui, son père était catéchiste là-bas. Il y a des grands-mères là-bas, des grands-pères là-bas qui connaissent, qui entrent un peu à 100 000 avant Vomeka, qui entrent, qui le saluent, même de la distance. Il se baisse, certes. Vous comprenez? Celui-ci, il n'a aucun lien avec les ancêtres là. Il n'a aucune attache avec la culture. Aucune attache avec vos cultures, vos machins. Lui n'a pas ça. Il ne sera jamais à 100 000. Comprenez-le, il ne sera jamais avec vous. Il ne passera même pas pour vous que vous mettez au bord de vous, vous l'applaudissez. Ça ne va pas arriver parce que c'est un monsieur qui n'a pas d'attache. Toute sa vie, c'était dans les avions. Dans les grandes îles. C'était pas avant, mais quand. Vous-même, vous ne pouvez pas me dire que vous l'avez vu là-bas. Donc, en fait, ceux qui supportent ce genre de choses, c'est un signe de maladie. C'est un signe de maladie. Et cette maladie, elle est troublante. C'est une maladie mentale. Vous ne pouvez pas accepter à la tête de vos pays des gens qui n'ont aucune relation avec vous, en tant que peuple, en tant que population. Des gens qui n'ont jamais marché avec vous, qui n'ont pas mangé avec vous. Des gens qui n'ont jamais, qui ne savent pas, qui ne dansent pas avec vous. Je sais combien ça vous ferait plaisir de voir M. Franck Biya au Katios avec vous.
Je sais combien ça vous ferait plaisir de voir. Vous savez pourquoi aux États-Unis, partout, en France, partout, dans les pays développés, pourquoi? Pourquoi? Les présidents essayent de danser, d'aller dans la cour avec les populations. Essayent de faire comme s'ils sont avec... Ils mangent dans les... Vous voyez, vous allez voir Obama et sa femme, sa famille aller manger dans un McDo. C'est pour donner un peu même le sens, un peu de goût aux gens. Un peu de goût aux gens que nous sommes comme vous. Nous sommes avec vous. Warren Buffett, Bill Gates, ils vont dans le même restaurant du quartier tout le temps aller manger du McDo. Ils aiment le McDo et le Coca-Cola. La nourriture que 80% des Américains mangent avec appétit. Pour donner un petit sens à ces gens que non, en fait, nous sommes peut-être des présidents, nous sommes peut-être des milliardaires, mais on connaît. On est président dans une réalité que nous-mêmes on vit, qu'on connaît. Vous développez un sentiment de confiance. Si c'est qu'en Afrique, on voit des gens qui ne nous connaissent pas être vantés comme des gens qui vont devenir présidents. C'est horrible. C'est horrible. Des gens qui ne nous parlent pas. Vous êtes président. Des gens que nous-mêmes, on n'a jamais vus. C'est honteux. C'est misérable. C'est misérable. Ceux qui créent ce mouvement, les mouvements des franquistes, c'est des personnes perdues, c'est des misérables. Même la politique, ils ne savent pas la faire. Ils pouvaient même mentir un peu, prendre Franck Biya, aller se balader avec lui dans les rues et faire même les photos d'un bain de foule de 2-3 personnes ou des vidéos. Inventer quelque chose. Même ça. Même ça, ils ne peuvent pas. Parce que la personne elle-même ne veut pas. La personne elle-même a tellement peur du peuple camerounais. C'est pour ça qu'elle se cache. La personne sait que le peuple camerounais est étranger à lui. Et on a toujours peur des étrangers. On ne sait pas ce que les étrangers vont nous faire. On ne sait pas ce que les étrangers vont nous faire. On n'est pas habitué aux étrangers. Tous les gens qui se cachent là, qui se cachent du peuple camerounais, tous les gens qui vous disent qu'ils sont capables de faire quoi, devenir président, de gérer le Cameroun, machin, mais ils se cachent. C'est parce que quelque part, ils savent qu'ils sont étrangers à vous. Et ils ont la peur bleue de l'étranger. Et c'est normal. Ils ne savent pas ce que l'étranger peut faire, comment l'étranger va réagir. Quand tu vas voir tes amis, tu n'as pas peur. Tu ne te caches pas. Quand tu vas voir les gens qui t'aiment, tu pars à découvert. Quand tu vas voir les gens que tu connais, tu pars avec l'esprit tranquille. Le cœur chantant. Avec un rythme de danse sur les pieds. Et ces personnes t'accueillent pareillement. Parce qu'elles t'aiment. Parce qu'elles te connaissent. Si Franck Biya se met en route, les gens ne vont même pas le reconnaître. Donc en fait, on voit des photos, on ne sait même plus si sa soeur, s'il ressemble vraiment à ça, parce que personne ne l'a jamais même vraiment vu. Bien. Donc on n'a pas même une image de à quoi il ressemble. On ne sait même pas si ce qu'on nous présente comme photo, c'est vraiment ça. Donc il va passer inaperçu. Il peut passer là en route, personne ne sait que c'est lui. Ils seront obligés de prendre les tout. Voici Franck Biya. Tout. L'homme que vous voyez ici, c'est Franck Biya. Regardez-le, c'est en fait lui. Tout. Parce que personne ne peut dire, waouh, Franck Biya, vraiment. Personne ne connaît. Ils seront obligés de faire des fanfaronnades, des mascarades, de faire des défilés. Inviter des amis, leur donner 1000 francs 500, 1000 francs 500. Venez nombreux. Faites wow, comme à la CIATV, comme à la télé.
Vous croyez que les applaudissements à la télé, que vous suivez sur la télé, c'est les applaudissements des gens normaux, que c'est les applaudissements parce que les gens sont contents. Non. À la télé, vous entrez à l'émission télé et il y a un modérateur de l'émission et puis il y a quelqu'un qui gère les émotions des spectateurs de la télé. Donc, il a des bâtons, c'est comme ça a des mains. Vous voyez? Dès que la télé commence, bienvenue ce soir à la chaîne, les gens applaudissent. Non, les gens n'applaudissent pas parce qu'ils aiment ce qu'ils sont en train de voir. Il y a un monsieur qui fait les mains comme ça. Ces deux mains comme ça là. Et les gens applaudissent. Ils sont appelés, on leur dit ça avant. Pour créer un semblant de joie, un semblant de gaieté, de vitalité à l'émission. Parce que les émissions, quelqu'un vient s'asseoir et vous parler de sa vie, qui va applaudir, ça fait applaudir quoi? Qu'est-ce qui est exceptionnel à me parler de ta vie? Pourquoi je dois applaudir? Donc, on les motive à applaudir. C'est ce qu'ils vont faire. Ils sont habitués à faire ça. Parce qu'on ne le connaît pas. Mais même faire ça, le gars ne veut pas. Parce qu'il sait qu'il ne vous connaît pas en tant que peuple. Il ne se reconnaît pas en vous. Franck Biya ne se reconnaît pas en vous. Et il sait que vous ne vous reconnaissez pas en lui. Donc s'il prend même le pouvoir, ce sera sans vous. Et pas pour vous. Ce sera contre vous. Il va défendre les intérêts qui lui sont propres. Franck Biya va défendre les intérêts qui lui sont propres. J'ai vu ces villageois, j'ai lu un post que ces Cro-Magnons ont fait, des gens qui sont en train de le supporter. Ils ont dit, vous aurez de l'eau potable, vous aurez de l'électricité tous les jours, de l'eau potable tous les jours, des soins de santé. Ils ont fait un truc là comme si c'était un projet politique ou une campagne. Bon, en fait, vous dit, acceptez Franck Biya, voici ce que vous aurez. Mais c'est malheureux. On écrit ces trucs contre Franck Biya. Comment est-ce que Franck Biya sait que les Camerounais n'ont pas d'eau potable? Il sait ça comment? Comment il sait que les Camerounais n'ont pas d'électricité? Il sait ça comment? Il sait ça comment? Vous avez déjà vu Franck Biya venir vous demander quels sont vos problèmes? Et s'il tente ça, il aura les problèmes. S'il avait tenté, il aurait les problèmes de son papa. Parce que venir vous dire qu'il va vous donner de l'eau potable, c'est dire quelque part que son père ne l'a pas fait. Venir vous dire qu'il va vous donner de l'eau potable, c'est être ennemi de son père. Parce que c'est quelque part de manière indirecte de dire que son père a échoué. Parce que son père dit qu'il a construit des barrages, de l'eau, le cours, il y a l'électricité, il y a tout. Et ces idiots écrivent la campagne que Franck Biya va vous donner l'eau potable, il va vous donner l'électricité. Ça veut dire que quelque part, eux-mêmes, ils ont déjà intégré qu'ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'électricité. Et ils choisissent le mauvais élément. Ils veulent créer les problèmes à Franck Biya et son père, avec son père. Ils veulent mettre Franck Biya et son père dans la discorde familiale. C'est en fait ça qu'ils veulent faire. Donc, monsieur Franck Biya, s'il a un peu de jugeote, il ne devrait pas accepter. On est en train de vouloir le tuer. Parce que si Franck Biya se lève et dit qu'il va vous donner de l'eau potable et de l'électricité, ça veut dire qu'il est en train de dire que son père a échoué, n'a pas réussi ça. Alors que son père dit qu'il vous a donné de l'eau potable, la prospérité et la démocratie. Son père tient au pouvoir parce qu'il a l'expérience. C'est la force de l'expérience. Quelle expérience? L'expérience de vous avoir tout donné. On ne peut qu'être fier d'une expérience qui est bonne et qu'on partage avec les autres.
Donc l'eau potable, l'électricité que Fambia avait venu donner, c'est quelle eau? C'est la magie, ça sort quoi? De Mars? Quelqu'un qui n'a jamais dit non à son papa. Il ne peut pas dire oui au peuple camerounais. Son papa fait 40 ans au pouvoir. Il n'a jamais dit non à son papa. Il ne peut pas dire oui au peuple camerounais. Il va dire soit oui à son papa, soit oui aux amis de son papa. Ceux qui ont permis à son papa de rester 40 ans au pouvoir. Ceux qui soutiennent son papa au pouvoir. Il va leur dire oui, mais pas à vous. Et il va fermer tous les puits d'eau. Toutes les sources dont on va fermer, on va encore serrer, ça ne va même plus sortir. Et quand ça sort, ça ne sera plus seulement l'eau de la boue. Ça sera le sang. Parce que ces jeunes, ces enfants, n'ont rien connu que ça. Ils n'ont que connu le plaisir charnel. Les plaisirs charnels, c'est tout ce qu'ils connaissent. L'expression, ils ont une mentalité de je veux ça vite, vite, vite. Ils ne peuvent pas être patients. Pour développer, pour résoudre les problèmes du Cameroun, il faut quelqu'un qui est patient. Quelqu'un qui est posé, qui est structuré. Quelqu'un qui est comme ça. Parce que vous allez remettre ça entre les mains de quelqu'un qui est... C'est un libertin. Écoutez très bien, Franck Biya est un libertin. C'est quelqu'un qui... Le libertinage. C'est vous qui dites que vous ne voulez pas les homosexuels au Cameroun et ceci, cela. Mais, si vous mettez Franck Biya au pouvoir, c'est terminé, il n'y aura même pas de discussion dessus avec vous. Ce n'est pas parce qu'il est homosexuel, c'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que la majeure partie des gens avec qui il a vécu, les gens avec qui il vit, qu'il connaît, sont des homosexuels. Il n'a pas un problème avec les homosexuels. Il n'a pas un problème avec eux. C'est vous, le peuple camerounais, qui avez un problème avec eux. Lui n'a pas un problème avec ça. Parce que les écoles où il a fréquenté, sa pilule là-bas, le rythme de vie qu'il a mené, c'était avec des gens qui sont comme ça. Quand il va donc prendre le pouvoir, ces gens vont prendre le pouvoir avec lui. Et ces gens vont lui demander de légaliser tout ça. Et il va le faire. Il n'a jamais dit non à son père. Ce n'est pas au peuple camerounais qui va dire oui. Et moi ça ne me dit rien. Hein. Moi, honnêtement, si on légalise les homosexualités, les EBG, moi, ça ne me dit rien. Ce n'est pas ça le plus important pour moi. Les fesses des gens ne m'intéressent pas. Mais je vous pointe ici pour vous montrer même le personnage que vous êtes en train de vouloir, déjà vouloir présenter comme quelqu'un qui va diriger au Cameroun. Que vous soyez prêts. Donc, il ne faut pas que demain vous dites que, oh, on ne savait pas que c'est comme ça que tu allais faire. Écoutez, je ne dis pas qu'il est homosexuel. Et s'il était homosexuel, je n'ai rien contre. Il faut que ce soit clair ici. Je dis juste que je veux vous faire comprendre de la personne dont vous parlez, le personnage dont vous parlez, comment il sera et comment il va gouverner. Et pourquoi il va gouverner comme ça? Parce qu'il a un antécédent. Il a une vie antécédente. Il a mené une vie d'habitude qui l'a poussé à être un certain de certaines façons. Pourquoi les pasteurs mentent? Au Cameroun, 70% de la population est chrétienne. Si le Cameroun souffre, la responsabilité revient au moins à 70% aux chrétiens. «
C'est la logique, non? Parce que si les chrétiens étaient des bonnes personnes, le Cameroun serait mieux à 70% au moins. C'est pas vrai? C'est la logique, non? Écoutez, 70% des Camerounais sont chrétiens. Le reste, ce sont les animistes, les musulmans, sont partagés avec les musulmans et le reste. Si le Cameroun, si vous-même, en tant que chrétien, vous dites que le Cameroun va mal, comprenez que dans un scala de 100% de mal, 70 viennent de vous. Parce que si le Cameroun allait bien à 70%, le bien là viendrait de vous. Si vous étiez bien et que le bien là, le Cameroun allait à 70% bien, le bien là viendrait de vous. Donc si ça va mal, ça vient de vous aussi. Première des choses que nous devons intégrer en tant que peuple, en tant que population. Ça vient de vous, pas parce que vous êtes méchant. Pas parce que le Camerounais qui naît et qui devient chrétien est méchant. En fait, le Camerounais qui naît et qui devient chrétien, il le devient parce que il a vu trop de méchanceté autour de lui. Et il veut se protéger de la méchanceté. Mais il a oublié que le trop de méchanceté qu'il voit autour de lui, quand il a atterri dans ce monde, a été créé par les autres 70%, ou bien les autres par pourcentage de chrétiens qui étaient déjà là. Que la majorité des gens qui tournent autour de lui sont les chrétiens. Donc si tu nais dans un Cameroun où tu vois tellement de mal, tu veux devenir chrétien parce que tu veux fuir le mal, sache que c'est parce que tu veux fuir les chrétiens. Parce que les chrétiens que tu as trouvés ne se comportent pas bien. Ne se comportent pas comme tu dis, comme la Bible le veut. Pourquoi les chrétiens ne se comportent pas comme la Bible le veut? Que veut la Bible? C'est vous qui dites que la Bible veut le bien pour tout le monde. La Bible, Dieu veut que nous soyons bons. Dieu veut que nous aidons nos prochains, que nous soignons les malades, que nous guérissons, nous fassions les miracles et tout. Ok. Pourquoi ça ne fonctionne pas au Cameroun? Pourquoi ça n'a pas fonctionné depuis 40 ans au Cameroun? Parce que ce sur quoi vous vous fondez pour entrer dans les religions et pour croire en Jésus, en Dieu et qu'on sort, c'est le mensonge. On vous a menti. Ceux qui vous ont enseigné ces choses vous mentent. Eux-mêmes, ils ont été mentis. C'est pour cela que vous voyez un pasteur qui ment. Monsieur Timba ne peut pas dire la vérité. Le pasteur Timba ne peut pas dire la vérité. Il ment. Il ne peut que mentir. Je vous ai déjà fait un live, je pense que l'été dernier. Je vous ai fait un live. Et j'ai parlé, je vous ai exposé un peu la psychologie des gens, la psyché de ces gens de personnes. Si tu as entraîné ton esprit à mentir tout le temps, tu commences à mentir compulsivement. Le cerveau de l'homme est comme ça, tu l'entraînes à faire quelque chose et il commence à le faire de manière compulsive. Si tu entraînes ton cerveau à conduire le vélo, automatiquement, avec le temps, tu vas commencer à conduire le vélo. Tu ne vas plus jamais oublier de conduire le vélo. Ça devient difficile d'oublier de conduire le vélo, à moins que tu aies un accident qui te casse les pieds. Même avec la voiture, même avec la nourriture, même avec l'alcool. Des gens qui mentent depuis qu'ils sont nés.
Vous attendez quoi d'eux? Quand tu deviens pasteur, en général, tu es couronné au haut degré de mensonge. En fait, lorsqu'on te donne un diplôme de pasteur, comprenez qu'on t'a couronné. On a constaté que tu es devenu le plus grand menteur. Que tu as réussi le miracle, c'est que tu as réussi à te mentir toi-même et à mentir aux autres. Parce que le truc avec le mensonge, c'est que le mensonge, pour que tu puisses mentir à quelqu'un d'autre, il faut que tu te mentes toi-même d'abord. C'est quelque chose de très difficile. Donc si tu commences à mentir aux gens et tu continues, ça veut dire que tu as accepté de mentir toi-même. Je prends un exemple. Tu rencontres, je suis un homme, n'est-ce pas? Je prends moi-même l'exemple. Je suis un homme. Et je rencontre une femme. Je dis à la femme, je suis multimillionnaire parce que j'ai accumulé peut-être 20 mois de salaire dans ma poche. N'est-ce pas? 20 mois de salaire dans ma poche. J'ai ça là maintenant et je veux à tout prix cette femme. Je lui dis que je suis multimillionnaire. Oh, vraiment, je fais les business, je monte à Paris, à Dubaï tous les jours, alors que je ne monte pas. J'ai fait les prêts d'argent que j'ai mis là, juste pour la voir. Tu vois que, déjà, je me mens que j'étais à Dubaï, premièrement. Parce que je n'étais pas à Dubaï. Je me mens moi-même d'abord que j'étais à Dubaï. Maintenant, je raconte ce mensonge à l'autre. Le plus dur dans le mensonge, c'est ça. C'est de se mentir soi-même d'abord. De vivre avec le fait qu'on se mente soi-même. Il y a donc les gens qui sont tellement mentis eux-mêmes, ils sont devenus un avec moi. C'est devenu l'habitude. La souffrance que le mensonge crée à soi-même est devenue normale qu'il mente aisément aux autres. Maintenant, les autres ne sont même plus obligés de croire à son mensonge. Lui, il y croit, finalement. Monsieur Timman, pasteur, est dans ce genre de personne qui ment par habitude. Il ne ment pas parce que il veut tromper, il veut protéger le régime. Non. Il a toujours protégé le régime par habitude. Il a protégé les menteurs par habitude. Il a couvert les menteurs par habitude. Il a servi les systèmes de mensonges par habitude. Il ne devait pas vous surprendre. Il ne devait pas vous surprendre. Il ment pour mentir. Et ce sont ces gens qui sont les guides de 70% de la population camerounaise. Ce sont ces gens qui sont les gouvernants des Camerounais, de 30 millions de Camerounais. Des gens qui ont écouté toute leur vie des mensonges, qui ont accepté se mentir eux-mêmes et qui mentent aux Camerounais. Quand tu dis aux Camerounais que voilà un pasteur, la révérence avec laquelle on le regarde est incroyable. Les yeux des Camerounais brillent. Tu dis aux Camerounais que voilà l'archevêque, voilà le prêtre, voilà ceci. La révérence avec laquelle les yeux brillent quand on le regarde, ça vous dit tout. On l'appelle mon père. On baisse la tête. Le titre. Là, tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Tout ce qu'ils font vient de la vérité. Parce qu'ils sont mes révérends pasteurs, mes révérends prêtres, mes révérends ceci, archevêques, mes révérends prophètes, mes révérends, mes révérends. Donc, M. Timman ment parce qu'il est obligé de mentir. M. Timman est obligé de mentir. Il s'est entraîné à mentir depuis qu'il est né. On lui a parlé de la religion. On l'a menti. Ou bien on lui a menti.
que Jésus-Christ est son sauveur. Que son salut vient de Dieu. Qu'il est l'enfant du péché. On a menti, M. Timba. Et il a développé le mensonge, il est devenu pasteur des menteurs. Menteur des pasteurs, grand maître en mensonge. Le Cameroun va mal. Pourquoi? Parce que 70% des Camerounais sont des menteurs, auto-menteurs, ils se mentent eux-mêmes. Sur leur propre réalité. Parce qu'un être humain qui est honnête avec soi-même ne peut pas dire que le Cameroun va bien. Et ne peut pas se taire. Ne peut pas. Il a deux choix. Soit il ment, soit il se libère. Il ne peut pas rester dans le fatalisme. Dans le Dieu va nous aider. On va faire comment? Il ne peut pas. Mais quand les gens se sont mentis à eux-mêmes, c'est terminé. Ce n'est pas pour rien que le régime Biya a laissé que les églises spilulent. Un régime dictatorial n'est pas fondé sur la vérité. Donc il ne peut pas accepter les mouvements de vérité. Tout mouvement de vérité dans un régime dictatorial sera combattu. Donc si vous voyez le régime ne pas combattre un mouvement, c'est que c'est le mensonge. Simple logique. Écoutez, un régime dictatorial ne peut pas exister dans une atmosphère de mensonge, de vérité, pardon. Voilà pourquoi j'ai commencé à vous dire 70%. Allez lire les statistiques que vos églises, vos prêtres veulent que le Vatican et tout le monde la font. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce qu'on a dit là que quoi, vraiment, tu t'attaques déjà aux mauvais trucs. Non, il ne faut pas parler de la religion parce que vraiment, ce n'est pas ça le truc. Un régime dictatorial ne peut pas être à l'aise avec des mouvements de vérité. Si vous voyez un régime dictatorial promulguer certains mouvements, ou propager, ou donner libre accès à certains mouvements, c'est que c'est un mouvement de mensonge. C'est des mouvements de mensonge. Parce qu'ils savent que ce qu'on vous raconte là-bas, ce qu'on vous dit là-bas, n'a pas d'importance. Ne va rien faire de vous. Ils ont les preuves. Ils sont là depuis 40 ans. Ils constatent. Ils sont là depuis 40 ans. Ils constatent. La réalité leur prouve que 70% de ces gens vont dans ces choses. Ils ressortent là-bas. Ils n'arrivent pas à changer leur environnement, que eux-mêmes ils disent que c'est mauvais. La vie, c'est les statistiques. Hein? Ce n'est pas nos ambitions. Ce n'est pas nos... Il ne s'agit pas de ce que je pense. Il ne s'agit pas de ce que tu penses. De mes passions ou bien les choses que j'aime, que je veux protéger. Non. Les faits sont là. Monsieur Biya sait que les choses qu'il met là, qu'il permet, qu'il donne accès là, où tout le monde est pasteur, prêtre, prophète, église, les Camerounais sont là-bas pleins, que ça n'affecte pas le régime du mensonge. Ça ne dérange en rien le mensonge. La dictature est tranquille. Vous avez déjà vu un parti chrétien au Cameroun? Parti démocratique des chrétiens du Cameroun. Je pense que tout le monde sort des partis, ma part, machin. Personne ne sort un parti des démocratiques des chrétiens au Cameroun.
Vous avez déjà vu qu'un groupe de chrétiens s'est levé et dit, bon, aucun parti politique là ne nous satisfait parce qu'ils ne sont pas avec Dieu, ils ne font pas comme Dieu veut, blablabla. Et nous, on va sortir dans un parti démocratique des chrétiens qui aiment la démocratie, qui veulent le changement et qui sont actifs dans ça. Vous avez déjà entendu ça? Ça va sortir d'où? De quelle mentalité? Ça va sortir d'où? De quelle mentalité? Parce que pour créer un parti comme ça, il faut que ton état d'esprit soit disponible. Que ce que tu as au fond de toi soit capable de produire ce genre d'idées. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est pour ça que M. Biya et son régime, il ne dérange pas. Je ne dis pas que tout le monde qui va à l'église est mauvais ou bien ne comprend pas les choses. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de provoquer. Je suis en train de remettre, de critiquer les faits. Donc c'est à vous qui êtes des chrétiens de voir ce que vous allez faire de ce que je suis en train de dire. Ça peut vous choquer. Parce que vous avez tellement pris, tellement l'habitude d'aller à l'église tous les jours. Vous avez pris ça comme une seconde nature. Quelque chose qui est moi. Je suis chrétien. Mais être chrétien ne suffit pas. Avant d'être chrétien, tu es un citoyen. Prier pour le pays ne suffit pas. Parce qu'avant de prier, tu es d'abord un être humain, un citoyen. Non, les gens sont d'abord chrétiens avant d'être citoyens. C'est là le malheur. Ils sont d'abord chrétiens avant d'être citoyens. Et c'est ce qui est d'abord qui pèse le plus. C'est la première nature qui pèse la plus. Je l'ai déjà dit ici. Donc, et quand je dis la première nature me demande de prier. Dès que tu as prié, pour faire le rôle du citoyen, c'est maintenant une question de disponibilité. Pour agir comme un citoyen, c'est une question de disponibilité. J'ai déjà d'abord prié, j'ai déjà fait le rôle que je dois même faire, prier pour le pays. Maintenant, si agir pour le pays, se lever et demander un code électoral consensuel, faire cette action pour le pays, bon, ça dépend de ma disponibilité. Bon, ça dépend. Hein. De toute façon, je ne fais pas la politique, je suis la société civile. De toute façon, les Camerounais sont d'abord des chrétiens avant d'être des citoyens camerounais. C'est ça le malheur. Et c'est là le piège. Voilà pourquoi le régime Biya a permis qu'il y ait beaucoup de chrétiens, que tout le monde soit pasteur. Parce que lorsque tu fais de quelqu'un, d'un être humain, d'abord un chrétien, c'est que tu l'as menti. C'est que tu l'as menti. Ou bien tu lui as menti. On ment en quelqu'un ou on ment en quelqu'un, je ne sais pas. On ment en quelqu'un, oui. C'est que tu as menti. Donc vous comprenez pourquoi le Cameroun est dans ce qu'on appelle mess en anglais. Le Cameroun est dans la merde en français. C'est parce que le mensonge est le mode de fonctionnement de au moins 70% des Camerounais. Un mensonge personnel, il se mente personnellement. Quelqu'un dit je suis chrétien, c'est un mensonge que tu as fait. Tu n'es pas chrétien. Dis que je suis chrétien, tu mens. Tu n'es pas chrétien. Chrétien, c'est une identité à laquelle tu t'es accroché. C'est quelque chose à laquelle tu as adhéré. Avec il y avait d'abord Torah et tu as adhéré à quelque chose. Tu es donc devenu ce à quoi tu as adhéré. C'est tout.
Donc, il y a toi ici, et il y a l'objet de ton identification ici. Chrétien, religion chrétienne, croyance, blablabla. Bla, bla. Tu adhères à ce qu'on te dit. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont musulmans. Parce qu'eux, ils ont adhéré à autre chose. Donc, vous voyez que ce n'est pas ce que vous êtes en vérité. Vous êtes quelque chose qui adhère à quelque chose. Donc, ce que vous êtes là est neutre. Ce n'est pas chrétien. À force de dire que vous êtes chrétien, vous avez développé le mensonge de vous. Vous êtes menti vous-même. Voilà pourquoi je dis que les pasteurs mentent. C'est normal que M. Timba mente. Il a menti dès le départ. Il s'est menti à lui-même dès le départ. Ses parents l'ont aidé à se mentir. Hein? Son environnement. Comme tout Cameroun, l'environnement t'apprend à mentir. À te mentir. C'est ça. Ok. Monsieur Timban et tous les pasteurs du Cameroun sont des menteurs. Et tous ceux qui suivent ces gens sont des menteurs. Un homme véridique vit en relation directe avec son environnement. Il vit dans la dynamique de transformation de son environnement. Quand il a faim, il cherche à manger. Quand il a soif, il cherche à boire. Il n'invente pas des nourritures qui n'existent pas. Il n'invente pas l'eau qui n'existe pas. Il ne voit pas la santé qui n'y est pas. Il ne projette pas une santé qui viendrait après. Il fait ce qui donne la santé. Il fait ce qui donne à manger. Il fait ce qui donne à boire. Et dans la cité, il fait. Lorsque la cité est en proie dans les mains d'une dictature comme celle-ci, il s'engage totalement dans le refus, le rejet et la dislocation de ces styles de gouvernement. Il ne fait pas dans les excuses. Il n'y a pas de place aux consolations personnelles. Il comprend que la société a besoin d'eau potable et il n'y a pas d'eau potable pour nous, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de santé, il n'y a pas ceci. Alors il faut ça et il se met à ça. Il n'est pas dans des trucs, des philosophies inutiles. Parce qu'il y a des philosophies inutiles. La philosophie devient utile quand elle permet l'action dans la société, la prise de responsabilité. Quand elle devient le mode de vie. Vous pouvez lire la Bible, les machins, ces livres philosophiques, vous pouvez les lire du matin au soir et vous satisfaire que vous êtes chrétien. Mais la vie reste merdique. Parce que vous devez passer à l'action. À l'action. À l'action. C'est ça un homme de vérité. Un homme de vérité transforme son environnement. Un homme de vérité, un homme vrai. Un homme qui ne se ment pas, s'engage dans les mouvements politiques de son pays, avec pour objectif de transformer les choses. Pas juste pour s'engager, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans les partis politiques, dans les mouvements de société civile et tout, disant qu'ils veulent le changement. Non, je dis que il a la jugeote, il voit où c'est vrai, où on veut vraiment changer, il s'engage là-bas.
Même s'il n'entre pas dans un parti politique, si ce parti politique où lui voit que le parti politique l'a fait du bon travail, il s'engage, on lance les marches, il marche. Parce que marcher n'a pas besoin d'être du parti politique. Mais il suffit de regarder la raison pour laquelle les gens marchent. Pour laquelle les gens revendiquent. Quelles sont les raisons que les gens défendent? Voilà un homme vrai. Il est en relation avec lui-même et la vérité qu'est son existence. Il n'est pas assis sur lui et la tête au paradis. Il n'est pas en relation avec un Jésus qu'il ne connaît pas. Il est en relation avec lui-même. De telle sorte que s'il rencontre Jésus, tant mieux. S'il ne le rencontre pas, tant pis. Il était lui-même. Merci de m'avoir écouté. Et au fond de mon live, vous allez voir en dessous, c'est Jet Cameroun. Jet Cameroun, j'ai mis là un lien PayPal, PayPal.me, et c'est dans lequel je vous appelle, je vous invite à m'aider, à aider un ami. C'est Salomon Béas. Salomon Béas, c'est un combattant, c'est un Camerounais qui s'est engagé auprès du président élu Maurice Kamto et qui est allé en prison parce que il est un homme vrai, parce qu'il est un homme qui a décidé de ne pas se mentir à lui-même. Et dans son ambition de continuer jusqu'à la chute de ce régime, il a besoin du matériel pour travailler, il a besoin d'un smartphone pour travailler. Et un smartphone de bonne qualité pour pouvoir faire des vidéos, pour pouvoir faire des documentaires, pour pouvoir éduquer ses populations, sa communauté. Et il veut utiliser les moyens de communication modernes. Donc, je lui ai dit que j'allais partager avec vous le projet pour que chacun mette quelque chose là-bas. Le minimum, c'est 5 € et vous pouvez vous-même regarder la somme qui est à l'intérieur. Et le moment, je vais arrêter ça jusqu'en début du mois le premier dimanche du mois de juin. Je vais arrêter la cagnotte et je vais lui faire le transfert. Je vais vous apporter les preuves du transfert et je vais demander à ce que Salomon Béas fasse un post, fasse quelque chose pour vous dire qu'il a reçu votre argent. Donc, c'est une petite contribution que chacun peut donner, de telle sorte qu'on puisse l'aider à réaliser un projet de vie qui est de toute façon un projet politique. Merci et bon dimanche à tout le monde. On se prend à la prochaine. Il y a le professeur Franklin Nyamsi qui est en live. Je viens de voir, ça fait peut-être 5 minutes qu'il a lancé le live. Donc, nous pouvons nous diriger là-bas pour aller suivre les développements politiques qu'il engrange. Et pour nous éveiller nos consciences. Merci, c'était Kwale. Merci à Rose, merci à Wakanda Hero, merci à Laure Mink, merci Rose, Berlise Rose, merci Wakanda, merci Josiane, merci Nana, merci Camara, merci Soufo, merci à tous les Camerounais, à tous ceux qui étaient là. Merci à vous. Ciao.